ODD TV. Erasmus Darwin, le grand-père de Charles Darwin, était franc-maçon et membre de la Société royale et proposa pour la première fois la théorie de l'évolution en 1794 dans le livre Zoonomia. Erasmus suggéra que toute forme de vie avait évolué à partir d'un ancêtre commun qui, avec le temps, avait formé cette ramification d'espèces que nous constatons aujourd'hui. Charles Darwin, également membre de la Société royale, reprit ce que son père avait laissé inachevé et continua de peaufiner la théorie de l'évolution. Mais faisons un petit retour en arrière. Qu'est-ce que la Société royale ? La Société royale est une institution pseudo-scientifique fondée en 1660 par les francs-maçons afin de répandre une propagande favorisant davantage la classe dirigeante. Et la classe dirigeante voulait supprimer la notion de divinité de notre histoire. Avant l'avènement de la British Royal Society, la science, qui étudie les phénomènes, et la théologie, qui étudie la divinité, étaient inséparables. Dans les années 1700 et 1800, les scientifiques avaient généralement une profonde croyance en Dieu et cherchaient réponse à leurs problèmes sous l'angle de la création. Mais la British Royal Society commença à propager non seulement la théorie héliocentrique, celle de la gravité, celle de la relativité, mais aussi celle de l'évolution. Toutes ces théories n'ayant qu'un but, éradiquer la divinité de la pensée des hommes, des femmes et des enfants partout. Si la théorie héliocentrique et celle de l'évolution étaient vraies, alors la Bible perdrait sa crédibilité dans de nombreux domaines. Regardons un extrait d'un documentaire de PBS appelé « Évolution ». Toute contribution à l'histoire naturelle, issue des écrits de Charles Darwin, est certaine d'attirer l'attention. Sa dernière publication, L'origine des espèces, semble être l'opus dont il veut manifestement se parer pour construire sa célébrité. M. Darwin affirme que toute forme vivante, chaque poisson, plante, champignon, mouche, éléphant, homme, navet, sont tous les descendants millénaires d'un seul et même ancêtre commun. Une telle notion est absolument incompatible avec la parole divine. L'homme est fait à l'image du divin et ne peut se racheter qu'auprès du Fils éternel. La sélection naturelle est une théorie ingénieuse visant à nier la création et par conséquent l'existence même d'un créateur. Voilà comment c'est arrivé. Revenons à Darwin et à son livre L'origine des espèces qui fut publié en 1859 et qui finira par populariser la théorie de l'évolution. Selon le darwinisme, les monocellules finissent par évoluer en invertébrés, des créatures sans squelette comme les méduses, puis en poissons, ensuite en amphibiens, à nouveau en reptiliens, et enfin en mammifères. Darwin nous dit que cela s'est produit grâce à l'adaptation des créatures à leur environnement. Si, comme l'affirment les partisans de l'évolution, les bactéries ont évolué avec succès en vertébrés, en poissons, en amphibiens, en reptiliens et en mammifères, alors cela a dû se produire au travers d'innombrables étapes de transition. Réfléchissez une minute. Un poisson devenant une créature terrestre, donc devant transformer ses nageoires en pattes, cela requiert de nouveaux os, de nouveaux muscles, de nouveaux nerfs et pour s'adapter à la vie terrestre, un nouveau système respiratoire. Comme cela s'est soi-disant produit par la mutation chanceuse, qui est un événement très rare, une quantité massive d'animaux a dû vivre et périr pendant les périodes intermédiaires. Donc où sont les preuves de ces transitions ? Parmi les bactéries, les invertébrés, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les mammifères, il y a des milliers d'espèces, mais aucune espèce de transition entre ces groupes d'espèces. C'est une des raisons pour lesquelles Carl Linnaeus, le père de la taxinomie, méthode de classification des êtres vivants, était partisan du créationnisme. Les évolutionnistes tentent d'expliquer ce fait en disant qu'ils ont tous disparu. C'est plus pratique que de dire qu'ils n'ont pas de preuves.
Une raison plus logique de leur absence serait qu'elles n'existent tout simplement pas. Je suis là pour dire à mes amis qu'il est temps d'arrêter de croire n'importe quoi. Juste parce qu'un enfoiré vous dit n'importe quoi avec un regard franc. On est trop vieux, on est trop futé, on est trop super cool pour croire à ces conneries qui n'ont aucun putain de sens. Vous tous aussi croyez à l'évolution, qui est totalement stupide, enfoiré de bordel de merde. L'évolution nous dit que l'homme vient du singe. Et la question c'est, alors pourquoi y a-t-il encore des singes, pauvres idiots congénitales? Ils sont tous retardés? C'est juste qu'ils ne sont pas encore devenus humains? Dégagez-moi cet empaffé d'ici. Donc, avec tous ces couacs dans la théorie de l'évolution, il est facile de comprendre pourquoi, au début, les gens n'y croyaient pas. Voici Thomas Henry Huxley, franc-maçon et membre de la Royal Society, connu comme le bulldog de Darwin pour sa défense féroce de la théorie de l'évolution. Son incessant combat pour celle-ci contribua à la familiariser aux yeux d'un vaste public. À partir de là, les Darwin et les Huxley établirent une relation qui allait transcender les futures générations. Une fois de plus, la plupart des membres de ces familles sont francs-maçons et membres de la Royal Society, qui fut créée par les francs-maçons. Pour le cas où vous seriez ignorant de qui sont les Huxley, regardons rapidement ce que dit Wikipédia. La famille Huxley est une famille britannique dont plusieurs membres ont excellé dans la pratique scientifique, la médecine, les arts et la littérature. La famille comprend également des membres ayant occupé des postes de hauts fonctionnaires dans la fonction publique. Le patriarche de la famille était le zoologiste spécialiste en anatomie comparative Thomas Henry Huxley. Les petits-fils de Thomas Henry Huxley comprennent Aldous Huxley, auteur des livres Le meilleur des mondes et les portes de la perception, son frère Julian Huxley, évolutionniste et premier directeur de l'UNESCO, puis Andrew Huxley, prix Nobel de physiologie. Donc, comme vous le voyez, ces deux seules familles, les Darwin et les Huxley, ont eu une immense influence sur la société. Jetons un œil sur le travail de Aldous Huxley, plus particulièrement son livre « Le meilleur des mondes », publié en 1932, où les humains ne naissent plus mais sont clonés et couvés dans des incubateurs pour remplir des fonctions prédéterminées dans une société de servitude corporatiste et globalisée. C'est en train d'arriver à grands pas, mais il y a un passage dans le livre que je veux mettre en évidence. Les anciens dictateurs ont échoué car ils étaient incapables de fournir à leurs sujets suffisamment de pain, suffisamment de cirque, suffisamment de miracles, de mystères. Sous une dictature scientifique, l'éducation sera vraiment efficace, dans le sens où chaque homme, chaque femme apprendra à aimer sa servitude et n'aura jamais l'idée de se révolter. Il ne devrait y avoir aucune raison valable indiquant qu'une telle dictature puisse un jour être renversée. Cela suffit à nous donner des indices sur ce que pensaient les Huxley et les Darwin. Je vous recommande la lecture de ce livre. Ce ne sont pas seulement des prophéties, mais des prophéties planifiées, si cela peut avoir un sens. En d'autres termes, elles ne sont pas naturelles, elles se réalisent au forceps. Le lecteur pourrait penser à la lecture de ce livre que tout ceci se déroule naturellement, mais cela a toujours été le plan de la classe dirigeante. Maintenant, tournons-nous vers son frère, Julian. Julian Huxley était un défenseur notoire de l'eugénisme, la science consistant à déterminer les conditions les plus favorables à la procréation de sujets sains et par là même d'améliorer la race humaine. Dans son livre de 1933, L'importance vitale de l'eugénisme, Julian Huxley soutient que le but principal de l'eugénisme à court terme devrait être de s'assurer que les malades mentaux ne puissent avoir d'enfants. Il a plaidé, en particulier, pour la prohibition du mariage de gens physiquement inaptes, pour l'isolement des institutions traitant des individus dégénérés, pour leur stérilisation, et ce n'est pas vraiment tout. Mais j'essaye de rapidement vous familiariser avec son travail, parce que ça devient terrible. Après avoir été le premier directeur général de l'UNESCO, le think tank Illuminati des Nations Unies, en 1955, Huxley publia UNESCO, son but et sa philosophie. Ce manifeste trace les contours des grands objectifs de cette organisation nouvellement établie, ainsi que la position d'Huxley quant à la manière de les mettre en œuvre.
Il prétendait que les objectifs de l'UNESCO étaient la paix et la sécurité internationale, la collaboration entre les nations et le bien-être de l'homme, précisant que ceci ne pourrait être atteint que si les individus poursuivaient la voie nécessaire à l'amélioration de la race humaine dans son évolution. Ce n'est pas tout. Julian Huxley a également inventé le terme transhumanisme. Dans un recueil d'essais qu'il publia titré New Bottles for New Wine, il écrivit « Je crois au transhumanisme. Une fois qu'il y aura suffisamment de gens pour penser la même chose, l'espèce humaine sera alors au seuil d'une toute nouvelle existence, aussi différente de la nôtre que la nôtre peut l'être de l'homme de Pékin. Au final, sa vraie destinée s'accomplira sciemment. » Et nous y voilà. Ces deux familles de la classe dirigeante ont ourdi ce plan, cet agenda depuis très longtemps. Et il y a de multiples autres personnes, d'autres familles, d'autres groupes secrets. Nous n'en citons ici que deux. Et leurs plans sont endémiques et constamment mis en œuvre. Bien avant la présence des médias comme outil servant à nous programmer, il y avait des institutions comme la Royal Society pour le faire. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Nous n'avons qu'à regarder la télé. Regardez la programmation qu'ils nous délivrent, et la frontière entre rêve et réalité est de plus en plus floue. Pourquoi aucun scientifique n'a jamais parlé haut et fort sur l'impossibilité de l'évolution? La réponse est simple. Les scientifiques qui prétendent que les faits observés ne supportent pas la théorie de l'évolution sont immédiatement appelés créationnistes, expulsés des cercles scientifiques et blacklistés pour toute embauche universitaire ou même tout projet scientifique gouvernementaux. J'ai entendu des gens dire qu'ils ne voulaient pas publier leur papier exposant un désaccord, car toute leur carrière en dépendrait. Si on est parano, on se dit qu'il y a une conspiration. Quoi que cela puisse être, il y a beaucoup de résistance à publier un désaccord. Ils ont peur. Ils en perdraient leur travail. Ces gens ne diront jamais rien de critique sur le modèle héliocentrique, sur l'évolution. Ces scientifiques n'ont finalement qu'une chose à faire, de suivre ce qui a déjà été préparé pour eux, de suivre les théories qu'on leur a concoctées. Nous savons tous que qui que ce soit remet en cause le discours mainstream, est moqué, ridiculisé, disgracié. Et ça, c'est absolument insupportable. Cela doit changer. C'était ODD TV. Merci de votre attention.